Ciao bella, ciao bella, ciao, ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà, ma verrà un giorno che tutte quante Merci à vous d'abord de m'accueillir sur ce stand. Et avant même de commencer à parler de mon ouvrage, je voulais rendre hommage, puisque nous sommes à Nice, à Virgile Barrel et à son fils, Max Barrel, dont Picasso avait fait le portrait. Pourquoi Max Barrel? Parce que Max a fait partie des combattants FDPF arrêtés et torturés à Lyon par Klaus Barbie. J'en reparlerai tout à l'heure, ce qui a été le cas de mon père et malheureusement de beaucoup d'autres résistants. Donc je voulais rendre hommage d'abord à Max, bien sûr, qui est mort à 31 ans. Et je voulais rendre hommage aussi donc à Virgile, qui a toujours été ici, en tout cas, la figure de proue du Parti communiste, du grand Parti communiste. Voilà, donc je voulais commencer par ça. Puis effectivement, il disait tout à l'heure, Paul, qu'il a été difficile de faire sortir ce bouquin. Ah ouais, c'était difficile, ça c'est sûr. J'ai passé 10 ans à faire des recherches dans les archives, et au bout de 10 ans, j'étais fière de toutes mes recherches, tout ça, du temps que j'avais pris pour l'écrire, je suis allée le présenter à toutes les grandes maisons d'édition, qui, sans hésiter, l'ont toutes refusé. Et donc, soit je ne faisais pas partie de la ligne éditoriale, soit carrément, écoutez, je ne vais pas le cacher, hein, on m'a dit très clairement qu'il était trop rouge. On m'a dit, mais net. Et ça, c'est donc, écoutez, maintenant je ne m'en cachais plus, avant je me disais quand même, non, mais quand même, non, quand même, ce sont les éditions Stock. J'avais été pistonnée chez Stock par Henri Allègre. C'est quand même pas rien, Henri Allègre, qui éditait ses bouquins chez Stock. Et c'est lui qui m'a dit, attends, je présente ton livre, etc., vas-y, va le porter. Et donc Stock m'a répondu, eh bien non, votre bouquin est trop rouge, vos personnages aussi, vraiment sont manichéens dans leur façon de réfléchir, d'analyser les situations politiques. Vous auriez dû vous démarquer d'eux et vous auriez dû critiquer leur position politique. Je me suis dit, possible. J'ai dit, mais vous n'avez pas bien compris. C'est leur sang rouge qui coule dans mes veines. Et ce qui a marqué là, c'est non seulement ce qu'ils ont dit, mais en tout cas c'est par ma bouche qu'ils le disent, parce que moi-même, je pense exactement la même chose. Donc je ne pouvais pas me démarquer. Donc au total, le bouquin, pendant 10 ans, il reste au frais dans mon placard. Et finalement, merci aux éditions Delga et mon ami Émeric Monville, qui m'ont permis donc en 2015, en septembre 2015, d'éditer enfin mon ouvrage. Donc ça m'a fait d'une part très plaisir parce que c'était beaucoup de travail, beaucoup de recherche, et c'est surtout une histoire qui est tellement extraordinaire. Il y a tellement de personnages, je ne parle pas que de ma famille bien évidemment, il y a tellement de personnages extraordinaires dont j'ai voulu parler dans ce roman, que je trouvais dommage qu'on ne voit pas le trajet de tous ces combattants, du début de leur combat jusqu'à la fin. On parle souvent de la résistance comme si c'était un tout, non, mais non, ça n'a jamais été un tout, bien évidemment, la résistance. Bien sûr, ce sont des individualités, mais ce sont des individualités qui se sont retrouvées dans certaines idées, dans certains idéaux, on va dire, très forts. Et ces idéaux leur ont permis de combattre par-dessus tout, et surtout de se sublimer bien souvent à leur insu et de sacrifier leur propre vie. Je pense, puisque je parlais de Max Barrel tout à l'heure, et puis après je parlerai de mon ouvrage, mais je pense très souvent à cette phrase qui m'avait beaucoup, je vous le dis franchement, même choqué, lorsqu'on a interrogé Alexis Tsipras en Grèce, et qu'on lui a dit, mais pourquoi vous avez reculé devant l'Union européenne? Il a dit, mais c'est parce que j'ai négocié avec un pistolet sur la tempe. Max Barrel, il avait 31 ans. On l'a mis dans une baignoire et on l'a ébouillanté.
vif. Sa peau a cloqué, ses yeux ont éclaté. On l'a torturé pendant 4 jours et 5 nuits et il n'a pas parlé. Les compagnons de mon père ont été torturés de la même façon et ils n'ont pas parlé. Mon père, qui avait 18 ans, a été torturé de la même façon et il n'a pas parlé. Quand on négocie, comme il dit, avec un pistolet sur la tempe, on trahit, on négocie pas là. Aucun d'entre eux n'a négocié. Et c'est pourquoi je voulais commencer par leur rendre hommage en commençant. Voilà. Donc mon bouquin, lui, m'a pris effectivement 10 ans de recherche. J'ai fait des recherches, alors forcément en Toscane, puisque l'histoire commence avec mon grand-père. Mon grand-père était toscan. Il a grandi dans un petit hameau qui faisait partie d'un ensemble de hameaux d'un village qui s'appelle Roccastrada et qu'on a appelé au moment juste après la Première Guerre mondiale, avec la montée évidemment des idées bolcheviques, va-t-on dire, Roccastrada la Rossa, ça veut dire Roccastrada la Rouge. Et mon grand-père donc a grandi dans un petit village qui s'appelait Torriella, qui faisait partie de ces hameaux de Roccastrada. Il a donc connu une enfance difficile, parce que la Toscane qu'on connaît maintenant quand on va en vacances, où je vais avoir le bonheur d'aller cet été, une Toscane toute verdoyante, magnifique, avec des terrains splendides, etc. C'était pas ça. La Toscane, c'était une terre soit sur les hauteurs forestières, avec des forêts sombres, énormes, etc., et avec beaucoup de bûcherons qui coupaient la forêt pour pouvoir faire du charbon. Et puis en bas, dans la vallée, près de au bord de mer, cette fameuse plaine de la Maremma, qui était une plaine avec des marécages, un peu comme toutes nos côtes d'ailleurs ont été pendant fort longtemps. Et mon grand-père a fait partie de tous ces gens dans cette région de la Toscane qui a travaillé à la fois dans les forêts et à la fois dans la Maremma pour l'assécher, la bonifier et en faire aujourd'hui des zones touristiques absolument splendides que je vous conseille d'aller donc visiter. Voilà. Donc il a grandi dans cette Toscane qui était une terre, comme ici d'ailleurs, où régnait un maître de grands latifondières qui possédait d'immenses domaines. Et mon grand-père, quand il a commencé, il était petit, il avait 10, 12, 13 ans, il a travaillé sur les domaines de ces grands propriétaires fonciers qui évidemment sous-payaient bien évidemment tout le personnel qui travaillait pour eux. Il n'y avait pas de route à l'époque, hein. Ça n'existait pas, c'était des sentiers forestiers, donc les nouvelles arrivaient qu'à un cas, de ci, de là, comme ça pouvait, avec les colporteurs qui apportaient toujours très en retard toutes les nouvelles des grandes villes. Et l'histoire de mon grand-père, je vais dire dans mon roman, commence réellement en 1904. Il a 14 ans et le comte qui domine tout le coin, donc le comte de Torriella, décide de récupérer les terres, ce qu'on appelle les terres communales. Ça existait, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, chez nous aussi, juste avant la Révolution française. En 1788-89, les grands propriétaires terriens ont décidé qu'ils commençaient à en avoir assez de ces paysans un peu ploucs, franchement, qui laissaient leurs animaux paître sur les terres au lieu de les utiliser pour un rendement plus moderne. Donc, ça s'était passé chez nous. Et en 1904, ça se passe en Toscane. On met à la porte les paysans pour récupérer ces fameuses terres où ils faisaient paître leurs animaux. Et là, évidemment, il y a un soulèvement qui va se passer dans le village contre le comte de Torriella. Alors, Torriella, c'est un petit village. Il y a en bas, donc, le village, une espèce de gros mamelon comme ça, et le château se trouve en haut du mamelon. Et mon grand-père, à 14 ans, il est parti en courant avec tous ces ouvriers agricoles dont la vie dépendait aussi de ces terres, bien sûr, et ils sont montés à l'assaut du château. Ça n'a pas fait pli, il y avait des gardes seigneurs qui ont commencé à tirailler dans le coin. Il s'est fait arrêter, il avait 14 ans, hein, il s'est fait arrêter en même temps que, puisqu'il était parti en courant devant, en même temps que d'autres combattants, on va dire, qui étaient là, et une dizaine d'entre eux a été enfermés dans la prison de Roccastrada. Si un jour vous y allez à Roccastrada, il y a une espèce de gros château fait avec des pierres énormes, et c'est l'ancienne prison. Elle est
encore aujourd'hui très imposante, elle domine tout le village. C'est très inquiétant encore comme truc. Je suis allée la voir de près, je me suis dit, mon Dieu, il a été enfermé dans cette espèce de petit cachot qu'on voit encore à l'entrée sur le côté. Ils sont restés plusieurs jours là-dedans. Et puis, évidemment, la révolte continue à gronder comme ça en bas dans le village. Total, au bout de quelques jours, le comte les a fait relâcher. Et mon grand-père est parti, 14 ans, en chantant donc l'international à tue-tête dans le truc avec les autres ouvriers. Voilà. Il avait lu déjà de tout petit, alors il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde ne savait pas lire. À commencer cher par ma grand-mère, qu'il rencontrera, qui faisait partie du même village, enfin du hameau d'à côté. Mais lui, il avait appris à lire. Et les fameux colporteurs qui passaient, tout à l'heure je disais, il n'y avait pas de route. De temps en temps, il passait des colporteurs et il passait des étudiants, un petit peu comme chez nous d'ailleurs, au XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française. Il passait des étudiants comme ça, qui transportaient sous le manteau des livres subversifs. Et c'est comme ça que mon grand-père, très tôt, s'est mis à lire ces ouvrages subversifs. Il faut quand même savoir que même si on ne savait pas lire, tous les gens à l'époque étaient capables de réciter des pans entiers de la Divine Comédie de Dante. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui serait capable de le faire. Mais enfin bon, eux, à l'époque, ils étaient capables. Et donc, il avait lu déjà de tout petit des bouquins comme Marx, des petits morceaux, etc. Il avait lu des bouquins assez révolutionnaires, ce qui lui permettait déjà d'avoir dégagé toute une série d'idées comme ça. Et cette arrestation injuste a fait de lui définitivement un révolutionnaire. En 1911, l'Italie se jette dans la guerre de Libye, très intelligemment, et déjà, alors qu'il est fort jeune, il sait parfaitement qu'un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre. C'est impossible. Parce que s'il est capable d'opprimer un autre peuple, c'est que l'idée de l'oppression fait partie de sa façon de penser. Donc il ne peut pas être libre. Et mon grand-père a refusé la déserter. Ça n'a pas fait un pli, ils l'ont arrêté, ils l'ont foutu aux arrêts. Déjà, il a bien de la chance de ne pas être fusillé. Au retour, il avait un peu fricoté avec une petite jeune, donc ma grand-mère du village d'à côté. Et il avait beaucoup fricoté d'ailleurs parce qu'il était temps qu'ils se marient, si vous voyez ce que je veux dire. Bien. Ils se sont donc mariés et mon oncle est né peu de temps après le mariage. Elle était très en avance, ma grand-mère, sur son accouchement. Il est né le 20 mai 1914, c'est-à-dire à peu de choses près, un an, jour pour jour, avant que l'Italie n'entre en guerre. Parce que nous, en France, on dit toujours la guerre de 14-18. Mais pour les Italiens, c'est 15. Ils ne sont entrés, je n'ai pas le temps de raconter tout ça, vous regarderez dans le bouquin, ils ne sont entrés en guerre qu'en 1915. Et mon grand-père, il était chef de famille, donc puisqu'il avait un enfant, on ne l'a pas appelé tout de suite. Par contre, on a appelé son petit frère, qui est parti, même pas quelques jours après son départ, un mois après son départ, ils ont reçu une lettre, comme quoi il n'était pas au front, qu'on n'avait pas retrouvé son corps. Pas. Ça a été extrêmement rapide. Le nom de mon grand-oncle Bruno Landini se trouvant sur le monument aux morts du village. Quelque temps après, malheureusement, comme vous le savez, la guerre qui devait soi-disant être courte et rapide est continuée, et mon grand-père a été appelé à son tour. Bien évidemment, considérant que c'était une guerre impérialiste, etc., il a refusé d'y aller, il a déserté. Et à un moment donné, il est parti se planquer chez son oncle, qui était tout content de voir son neveu qu'il n'avait pas vu depuis un moment. Et l'oncle est allé acheter une bouteille chez l'épicier du village. Or, comme il ne buvait jamais, ce délicieux épicier est vite allé le dénoncer en disant « S'il a acheté une bouteille, c'est qu'il y a quelqu'un chez lui, ça doit être son neveu. » Là, ça n'a pas fait un pli. Ils ont envoyé, tenez-vous bien, pour arrêter un type qui avait déserté, 50 carabiniers. Et le mec, à lui tout seul, il faisait plus la guerre que 50 carabiniers. Donc on en avait vraiment beaucoup besoin. Tant et si bien qu'évidemment, eh bien, il a été arrêté. Il n'était pas le seul, parce que je vous signale quand même que l'Italie a eu plus de 100 000 déserteurs. La France, 15 000. 100 000 déserteurs pour l'Italie. Donc, ça a été très dur de faire comprendre aussi son acte, y compris à ses propres camarades, parce que déserter, c'était conçu comme un acte de lâcheté.
C'est pas être courageux que des athlètes à la trouille, t'as peur que ça. Il fallait qu'il leur explique que c'était tout aussi dangereux, voire davantage, puisqu'il risquait effectivement d'être fusillé. Il y a donc eu un procès avec lui, enfin, contre lui et contre ceux qui avaient déserté donc, avec lui. Il était déjà persuadé, il n'avait pas besoin d'avoir lu Anatole France pour savoir qu'on croit mourir pour la patrie et on meurt pour les industriels. D'accord? Et il savait parfaitement qu'il ne voulait pas être un marchand de canons. Donc il est arrêté. Quand il arrive au procès, il avait vraiment, ben voilà, il faut croire que c'est familial, une grande lettre. Le procès a eu lieu au mois de mai 1918, et lorsque le président lui demande « Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre défense ?» il lui répond, pardonnez-moi, je cite, « C'est sans hésitation que j'ai refusé d'aller défendre les biens des exploiteurs du peuple, et si je dois donner ma vie, c'est pour mon idéal de paix et de justice et non pour une société d'inégalité et de misère. Sachez, monsieur le président, que je suis d'une trempe qui rompt, mais ne crie pas. Condamnez-moi, puisque c'est votre rôle, et que nous avons affaire ici à une parodie de justice. Mais condamnez-moi sans pitié, parce que si moi, un jour, je devais diriger, j'étais membre d'un tribunal du peuple, et que j'avais des gens de votre espèce à juger, je serais sans pitié. D'ailleurs, apprêtez-vous à ce jugement, car cette guerre impérialiste va bientôt se transformer en guerre révolutionnaire. Là, il n'a pas loupé le gars qui le jugeait, et le président va effectivement lui envoyer pour 20 ans, pas 20 ans de bagne. Et je vais vous dire, il n'en a fait que 2, Dieu merci, parce qu'il a fait le tour de tous les bagnes du coin. Alors là, il en a bien profité. Et dans tous les bagnes où il est passé, il tenait de grands discours révolutionnaires pour faire comprendre aux autres où était effectivement l'avenir, etc. Donc, pendant ces 2 années, ça a été quand même très difficile. À un moment donné, donc, 2 ans après, je répète, 100 000 personnes qui avaient déserté, on ne pouvait pas les garder en prison éternellement, d'accord? Donc, ils ont fini par faire une amnistie générale et il est rentré chez lui avec les autres amnistiés. Les 2 années qui suivent en Italie s'appellent il Biennio Rosso. Les 2 années véritablement qu'on pourrait qualifier de pré-révolutionnaires en Italie. Et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà des luttes sociales très vives avant la guerre, mais là, elles sont complètement exacerbées. D'autant que le 21 janvier 1921, en Italie, a lieu la création du Parti communiste italien à Livourne. Et on va retrouver dans les villages, comme ça, les mêmes discussions qu'il va y avoir à Livourne entre ceux qui pensent qu'on doit attendre, faire des réformes, fonctionner dans une collaboration de classe, vous voyez ce que je veux dire, et ceux qui disent non, ils ne se laisseront jamais prendre ce qu'ils possèdent. Ils nous écraseront sur leurs bottes de fer plutôt. On n'a pas 36 solutions. Il faut se battre. Il faut comme eux prendre les mêmes armes. Et quand je dis il faut comme eux prendre les mêmes armes, il faut savoir que durant cette période-là de Biennio Rosso, vous pensez bien que les grands propriétaires fonciers ne sont pas restés à se croiser les doigts. Ils ont donc embauché des milices pour défendre leurs biens. Les fameux squadristi ou chemises noires. Et on en trouve y compris dans le village où mon grand-père a grandi. Alors on se retrouve là avec des bagarres, forcément, entre les nouveaux communistes et puis les fameux squadristi, les chemises noires. Et les bagarres vont aller amplifiant, tant et si bien qu'à un moment donné, voilà, mon grand-père sera dans l'obligation de partir parce qu'il sera condamné à mort et il lui tire carrément dessus. Quand on va, j'y retournerai voir s'ils ont préparé le mur d'en bas, quand on va au village de Tourniel, là, et que je vous dis, il y a cette espèce de mamelon en haut duquel se trouve le château. À un moment donné, il était parti se promener, mon grand-père, avec sa maman, et les fascistes sont arrivés et ils ont tiré une rafale comme ça. Cette rafale, on a encore des trous, enfin, maintenant peut-être qu'ils ont fait des travaux, je ne sais rien, ça fait des années que j'y suis pas allée. Il y a encore des trous comme ça, des balles sur le mur en bas du château. Donc il était temps qu'effectivement mon grand-père quitte et se tire. Je voulais juste quand même vous lire une phrase de Gramsci
qui est d'une incroyable actualité. Écoutez bien, hein, vous allez voir, elle a été écrite pour aujourd'hui. Aucune violence, elle a été écrite à l'époque où elle est valable, hein. Aucune violence ne sera négligée pour assujettir le prolétariat industriel et agricole à un travail servile. On cherchera à casser inexorablement les organismes de lutte politique de la classe ouvrière. L'ancien parti socialiste, qui était là à l'époque, quand il a écrit ça, et, attention, écoutez bien, à incorporer les organismes de résistance économique, c'est-à-dire les syndicats, dans l'engrenage de l'État bourgeois. Un petit coup d'œil à la CFDT et on continue. Bon. Le 24 juillet, le 24 juillet 1921, quelques mois après, donc après la création du Parti communiste italien, le village est endormi, il fait chaud, le 15 juillet, tout d'un coup on entend à 5-6 heures du matin un grondement de camions monté d'en bas, puisque le village, je vous l'ai dit, se trouve sur un amas rocheux, un roccastrada, ça veut dire la roche qui se trouve, enfin, la route qui monte en haut de la roche, et de cette route on entend monter un grondement de camions. Et effectivement, tout d'un coup, arrivent dans le village des camions de fascistes. Ah, premier endroit où ils s'arrêtent, non, il y a des nécessités comme ça quand on fait la guerre. Ils s'arrêtent au bar. Ils cassent le bar, ils boivent tout ce qu'il y a dedans, ils jettent les bouteilles sur la place, ils tirent 3-4 coups de fusil de plus en plus bourrés dans les fenêtres, les portes, etc. C'est la panique sur le bas du village, comme ça. Ils remontent bien en cuit dans leur camion. Ils démarrent, ils traversent le village, ils partent sur la route de l'autre côté et il y avait des chaos. Je répète, ils devaient être quand même déjà bien allumés. Hein. Et quand ils arrivent de l'autre côté des chaos, ils étaient assis comme ça dans le camion et tenaient leur fusil comme ça. Et un couillon, je ne sais pas, franchement, bon, et puis il devait être bien bourré, pam, il s'est tiré une balle dans la tête. C'est qu'on ne saura que la balle a fait ça qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Sur le coup, les fascistes ont dit, c'est les communistes de Roccastrade à la Rouge qui nous ont tiré dessus, demi-tour avec les camions, et là, le massacre a commencé. Ils ont tué comme ça dans le village, comme ça, hein, 11 personnes. Ils les ont tirés de chez eux, ils les ont véritablement massacrés. Comme disait mon grand-père, tu vois, les fascistes, ils n'ont pas besoin de faire des représailles par rapport à certains trucs. De toute façon, la violence est inhérente à leur système politique. Ce n'est que l'aboutissement du capitalisme. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, en janvier 1922, mon grand-père, à qui ils ont tiré dessus, est obligé de quitter l'Italie. Il va passer clandestinement en France. Lui aussi, il a été clandestin. Lui aussi, il a traversé la frontière très difficilement. Comme ses papiers, ils n'étaient pas vrais et que ça se voyait comme un homme de la figure, il s'est fait arrêter à la frontière et il a lâché les policiers, les a secourus, il est parti en courant sur la gare, enfin sur le quai de gare. Et comme les policiers se rapprochaient, il leur a carrément jeté sa valise avec son seul et unique costume de mariage qu'il avait pour les faire tomber et pouvoir s'enfuir. C'était la gare de Modane, où d'autres clandestins comme ça sont passés. Lui aussi clandestin, lui aussi venu en France, il s'est battu pour cette terre qui était pour tout le monde et qui semble rester encore aujourd'hui pour de nombreuses personnes, la terre des droits de l'homme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc il va arriver en France, alors donc il y a son petit garçon, entre-temps ma grand-mère a une petite fille, donc lui va arriver en France et il les laisse là-bas. Il va d'abord arriver dans l'Est, pas loin de Metz, dans un bled qui s'appelle Auboué, et les gens qui sont à Auboué, ce sont pour 60% des Italiens qui sont venus travailler dans les mines de fer. Donc forcément, ben voilà, il est content, ils se comprennent
relativement facilement. On manque beaucoup de personnel là-bas parce qu'après la boucherie de la Première Guerre mondiale, évidemment, on manque de main-d'œuvre. Donc il y a des Italiens, des Polonais, des Hongrois, mais les plus nombreux sont, je vous l'ai dit, les Italiens. Mon grand-père est un militant dans l'âme. Et très rapidement, il va militer au sein de la CGT, c'est-à-dire la CGT proche du Parti communiste. Et il est bien conscient, évidemment, qu'en prenant des immigrés comme lui, en les sous-payant, ça déchaîne le racisme, parce que ça, on croit qu'on prend la place des bons ouvriers français, etc. Il est conscient de l'enjeu, et les ouvriers français vont à ce moment-là échouer leurs revendications face au salaire bas, puisqu'on embauche des immigrés. Il comprend que le combat doit être un combat commun, et c'est ça les discours qu'il va tenir à ses camarades en Italie, en italien, en disant voilà, ces gens-là, il faut comprendre pourquoi ils sont comme ça. En acceptant, nous, les salaires bas qu'on nous offre, on casse leur combat. Donc, c'est avec eux qu'il faut lutter. Il sait que c'est dangereux, parce qu'il est italien, parce que, bien évidemment, il va être très vite repéré par la police locale, puisqu'il fait des discours, et il sait qu'avec les faux papiers qu'il a, il peut être à n'importe quel moment renvoyé chez lui dans l'Italie fasciste. Dans l'Italie fasciste, parce que octobre 1922, coup de tonnerre, alors qu'il était persuadé qu'il venait de quitter l'Italie pour quelques mois, que jamais les Italiens n'accepteraient les fascistes, jamais Mussolini ne pourrait arriver au pouvoir. Octobre 1922, c'est la marche sur Rome. Faites-moi penser tout à l'heure, il faut que j'en reparle à propos justement de l'Union Européenne, tiens, qui a dit qu'il voulait marcher sur Rome. Ah, bref. Donc, octobre sur Rome, c'est octobre 1922, c'est la marche sur Rome, c'est la prise de pouvoir par les fascistes. Et là, ça c'est clair, il ne peut plus retourner au pays. Donc, c'est ma grand-mère et les enfants qui vont le rejoindre là-bas. Comme je vous l'ai dit, il a été repéré par la police, il risque l'expulsion. Donc, hop, ils s'en vont un beau soir, avec paquetis, paquetons, voilà, comme les pauvres immigrants d'aujourd'hui. Ils prennent les 4 paquets qu'ils ont et ils se dirigent vers un lieu où, soi-disant, il y a beaucoup d'Italiens et pas mal de gens du coin, le village du Muy, dans le Var. Et effectivement, ils vont arriver sur cette côte d'Azur, et ma grand-mère, qui avait très mal vécu son arrivée dans le Nord, avec c'est le Nord, avec ce village, avec ce ciel tout gris, etc., quand elle est arrivée là, elle a cru retrouver sa Toscane natale. Ils vont vivre là jusque dans les années 30, des années difficiles, bien sûr. Mon grand-père va retourner travailler dans la forêt, mais de belles années. Et c'est là, au Muy, que vont naître leurs 2 autres enfants. Mon papa, donc, qui va naître dans le village du Muy, Léon. Alors en fait, il ne s'appelle pas Léon. Quand mon grand-père est allé le déclarer à la mairie, il a dit, voilà, il s'appelle Léo. Voilà. Et le Léo en italien. Et le gars qui était là, qui ne pouvait pas piffer les étrangers, il dit, ça va, maintenant vous êtes en France, vous prenez un nom français, bam! Il lui a marqué Léon sur ses papiers. Donc mon père s'appelle Léon Landini. Voilà. Et ma tante, sa petite sœur, qui est née aussi, elle, au Muy. En 1930, eh bien, il faut de nouveau repartir, et cette fois-ci, c'est pas à cause, entre guillemets, à cause de mon grand-père, c'est à cause de mon oncle. Mon oncle Roger, qui est connu, lui, en Italie, qui n'a donc pas la nationalité française, et qui milite très activement aux jeunesses communistes. Tellement activement que la police va le repérer, et il va y avoir un mandat d'expulsion. Inutile de vous dire que la famille ne peut pas rester là, parce que si c'est lui qui est expulsé, c'est le reste de la famille avec. Ils repartent dans le Nord. Voilà une famille qui a beaucoup voyagé en France. Vous voyez, ils ne faisaient pas de tourisme, important. Ils repartent du côté donc de Douai. Cette fois-ci, c'est toujours des mines, mais c'est les mines de charbon. Et ils continuent à militer très activement. Donc, de nouveau, vous allez croire que je le fais exprès, je vous jure, c'est vrai, repéré par la police, mandat d'expulsion, départ, retour en province. Et cette fois-ci, ils y resteront jusqu'à la guerre.
Ils vont donc là connaître tous ces grands moments que je n'ai pas le temps, bien évidemment, de raconter maintenant, mais qui sont dans mon bouquin, tous les moments du Front populaire. Il va y avoir un jardin dans lui qu'on appellera le jardin des prolétaires ou le jardin des communistes. Et c'est là qu'ils feront toutes les grandes fêtes, voilà, comme celles auxquelles nous pouvons encore assister aujourd'hui. Ils connoteront bien évidemment les déceptions de 1937-1938 avec la fameuse pause proposée donc par Blum, donc le socialiste. En 1939, on va voir arriver dans le coin tout un tas de réfugiés d'Espagne, parce que la guerre d'Espagne se termine dramatiquement. Et bon nombre d'Espagnols vont devoir quitter l'Espagne dans des conditions absolument dramatiques et vont être bien accueillis, Dieu merci, sur la terre des droits de l'homme, où on va les mettre dans des camps qui vont oser appeler camps de réfugiés, entourés de fils de fer barbelés, de miradors, avec des grands baraquements. Ils vont se laver tous ensemble sur une espèce de douche commune extérieure. D'accord, ça s'appelle le camp de réfugiés, mais vous voyez à quoi on peut penser dans ces cas-là. Donc le camp de réfugiés du coin, pour les Espagnols, se trouve à Villepé. Je ne sais pas si les Syriens qui connaissent, c'est juste avant d'arriver à Saint-Égulphe, entre Fréjus et Saint-Égulphe. Mon oncle qui arrive là, qui voit la misère de ces gens-là, les enfants qui n'ont rien à boire, à manger, etc. Et puis on est en hiver, hein, pas de vêtements chauds. Il va arriver dans le village et il va faire battre tambour. Parce qu'à l'époque, il y avait encore le tambourinaire, hein, qui mais qui annonçait les nouvelles. Et donc, il arrive dans le village et il explique ce qui se passe. Et tous les gens du village, hein, qui n'ont pas un rond, qui sont misérables, eh bien, le mot solidarité, fraternité, pour eux, ça a un vrai sens. Ça n'a pas le sens pour d'autres qui ont beaucoup plus de pognon, mais pour eux, ça a. Et ils vont sortir ce qu'ils ont dans les placards. Un pull vert que l'enfant ne met plus parce qu'il a grandi, une paire de chaussures un peu éculées, mais il ne les met plus. Ils vont prendre du lait, un peu à manger, etc. Mon oncle va charger sa camionnette et puis va se rendre à l'entrée du camp pour amener voilà, tout ce qui a été offert en quelque sorte par des Français qui étaient beaucoup plus proches à l'époque des malheureux qui venaient sur leur terre. Passons. Et donc, mon oncle se pointe à l'entrée et il y a là les gardiens qui lui disent: qu'est-ce que vous venez foutre? Il dit: mais je viens apporter à manger, puis je viens apporter des choses pour les gens. Eh bien, laissez tout ça là. Alors mon oncle, il laisse tout ça là, et il s'en va. Quelques jours après, il arrive, il se pointe le long des grillages barbelés, puis il appelle un gars qui était là derrière, espagnol. Alors mon oncle, il parlait un peu espagnol, un peu italien, un peu français, et puis il appelle le gars, il dit: est-ce que vous avez vu ce que je vous ai apporté? Nada, hombre, nada. Ah, vous ne sauriez. Mais pas de lait, pas de... Nada, hombre. Bon, alors auquel de Dieu lui montait, comme il dit chez nous. Il est reparti au village, le tambourinaire, et de nouveau, vous m'entendez bien, de nouveau, tous les pauvres gens ont ressorti des trucs, des choses qu'ils avaient encore, même des choses qu'ils mettaient encore, mais sachant ce qu'avaient fait les flics qui gardaient ce camp de réfugiés, ils étaient outrés et ils ont encore donné. Et ça c'est pas si mon oncle, tu vois que tu m'as eu une fois, tu ne m'auras pas deux fois. Il arrive avec sa camionnette, il met en première d'arriver à l'entrée du camp, il fonce tout ce qu'il peut sur le camp. Quand il se le soit, il se fondait la poire, les gars, ils voyaient arriver, ils étaient, voilà notre couillon qui nous emmène encore à bouger. Et là, ils se sont poussés et il est rentré dans le camp avec la camionnette. Quand il est rentré dans le camp avec la camionnette, évidemment, les gens sont arrivés en courant et il leur a dit: vite, 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 sortez tout. Et donc, ils ont tout sorti à l'intérieur du camp et cette fois-ci, ça a pu passer. Sauf que quand il est sorti du camp, ils l'ont arrêté, bien évidemment. Je vous rappelle qu'il avait la nationalité italienne, immédiatement, mandat d'expulsion. Il y a eu dans tous les villages environnants, Saint-Raphaël, Le Muy, Sainte-Maxime, etc., toute une série de pétitions qu'ont signé les gens pour ne pas qu'ils soient expulsés. Total. Le mandat d'expulsion n'a pas été annulé, bien sûr, il a juste été repoussé. Nous sommes en 1939.
D'accord. Donc cette fois-ci, on arrive non loin, donc, de la guerre. Voilà. Attendez 2 secondes que je regarde si je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Et donc, voilà, c'est une phrase que je voulais vous dire, en tout cas, sur cette période-là où les réfugiés espagnols ont droit à ça. On prend bien conscience que la solidarité, c'est une affaire entre pauvres et pas entre les riches. Ça, c'est évident. Donc voilà, je n'ai pas le temps là de parler du pacte germano-soviétique. Parce que le temps qui était parti est fort court, on a dit après il faut que je parce qu'il va y avoir de la musique. Donc je vais la faire courte. Mais n'hésitez pas à me poser des questions. Parce que ça fait partie des grands mensonges officiels de l'histoire. Ce pacte germano-soviétique, qu'on peut encore et partout sur nos bouquins de classe, faire d'une part passer pour un pacte d'alliance, qui n'a jamais été un pacte d'alliance entre l'Union soviétique et l'Allemagne. J'aimerais pouvoir tout à l'heure répondre, si vous voulez, à des questions là-dessus, là je ne m'étale pas, sinon je n'ai pas le temps de vous raconter le reste, mais ça fait partie des mensonges éhontés de notre histoire. Marie-Claire disait, un mensonge raconté une fois est un mensonge, raconté 1000 fois il devient une vérité. Comme il est dans tous nos livres d'histoire depuis plus de 15 ans, maintenant c'est devenu une vérité. Voilà. Le 26 septembre, donc 1939, évidemment, suite à ce fameux pacte, juste un mot quand même, hein, sur ce pacte, excusez-moi, c'était le 23 août 1939. Et bien en 2008, l'Union européenne a proposé de faire du 23 août une date importante de l'histoire européenne, tenez-vous bien, la date de combat contre tous les totalitarismes. Ça laisse à penser quand même sur l'Union européenne. Hein? J'en parlerai après. Bon. J'en reviens donc au 26 septembre 1939. La poudre frappe. Tous les militants communistes apprennent ce matin-là, alors que 3 ans plus tôt, ils étaient encore alliés, entre guillemets, avec les socialistes, etc., qu'ils n'étaient pas au gouvernement. Voilà, ils le soutenaient. Eh bien, sous le prétexte fallacieux du fameux pacte germano-soviétique, le Parti communiste est interdit du jour au lendemain, alors que jusque-là, ils étaient comme ça avec le PS. Tâchons de ne pas l'oublier. Les maires, les conseillers municipaux sont suspendus et des milliers de militants sont arrêtés. Le 8 octobre, 35 députés communistes sont arrêtés et écroués à la santé. Et c'est le cas de Virginie Barel, qui sera, comme tout un tas d'autres, comme le papa d'ailleurs de Guy Moquet, envoyé en Algérie. Je voudrais quand même, puisqu'on parlait des socialistes, en dire un petit mot. Dès les premiers mois de 1940, ce sont 3 députés socialistes qui s'appellent François Chassaigne, Georges Barthélemy, et puis le plus connu d'entre tous, Albert Serol, dont vous avez peut-être entendu parler. Respectivement, ils vont proposer pour le premier coup de pistolet dans la nuque pour les communistes. Pour le deuxième, les pousser sous le couperet parce que ce serait leur faire trop d'honneur que le peloton d'exécution. Et enfin, le fameux décret Serol d'avril 1940 va finaliser ses gentils discours en assimilant la propagande communiste à un acte de trahison passible de la peine de mort. Mon oncle Roger lui-même va être arrêté à ce moment-là, il va faire 48 jours de prison sous là aussi un mensonge, etc. Le procès des 44 députés communistes va avoir lieu entre mars et avril 1940. Et ils ont tous été condamnés à la peine maximale, 5 ans de prison, perte de leurs droits civils, militaires, familiaux d'ailleurs, puisqu'ils n'ont plus le droit de voir leur famille. À partir du 30 octobre 1940, Pétain s'engage dans la collaboration. La France est déjà coupée en deux. La partie sud, soi-disant, est encore dite libre. En réalité, la police française qui est ici n'a pas besoin des ordres nazis, ni pour arrêter les communistes, ni pour arrêter les juifs. Et je voudrais vous lire une phrase de Lev Sternel. Vichy n'est pas le produit d'un vide qui se serait créé subitement au lendemain de la défaite, c'est le contraire.
qui correspond à la réalité. La tradition politique mûrie depuis le tournant du siècle a donné naissance donc à ce régime. Voilà. Donc ceux qui sont arrivés au pouvoir avec Vichy, ce sont des gens qui étaient implantés dans les arcanes politiques depuis déjà pas mal de temps. C'est dans ce mois d'octobre 1940 que va être créé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'OS, l'organisation spéciale. Ce sont des militants de choc. Ce sont des gens qui jusque-là protégeaient dans les manifestations, voilà, ce sont ceux qui protègent dans les manifestations leurs camarades qui manifestent, ce sont ceux qui, quand il y a un débat organisé, protègent à l'entrée, etc. Ce sont des militants de choc. Et ils vont être chargés à la fois de chercher des armes, c'est pas que tout le monde il a plus tard à la maison, ni aujourd'hui, ni hier, d'accord, et puis de constituer si possible des dépôts d'armes si on en trouve, et puis évidemment de se préparer à s'en servir, parce que c'est pas tout d'avoir des armes, il va falloir s'en servir, d'accord. Je le dis pour un truc que je vous raconterai après. Et ils vont s'exercer comme ça, faire des sabotages, couper les lignes téléphoniques. Mon père il adorait faire ça, il avait à peine 16 ans, il se promenait entre Puget et donc Puget sur Argent, même pas Puget d'Aimé, Puget et puis de l'autre côté, donc justement la partie de l'Espérel. Et à un moment donné, il arrive, et puis il voit deux Italiens qui étaient là, alors il arrive avec sa bicyclette, ils étaient en train de réparer un fil électrique. Alors il y a mon père qui se garde un petit peu plus loin, et les entend qui disent non, c'est pas ici que la ligne elle a été coupée, ça doit être un petit peu plus loin. Ils remontent sur leur moto, là, et hop, ils s'en vont un peu plus loin. Il a attendu qu'ils soient partis, ce gamin, je n'ai pas fait gaffe, il a coupé à cet endroit-là, je viens par temps qu'ils reviennent, voilà. Donc ça, c'était régulier de façon à ce qu'ils ne puissent pas, entre eux, se donner des ordres trop rapidement, comme on va dire, voilà. À la Libération, d'ailleurs, cette OS, donc fera partie donc, sera reconnue unité combattante. On peut leur demander s'il vous plaît, faire du bruit, là, merci. Sera reconnue unité combattante à partir d'octobre 1940. Les actions de l'OS seront enregistrées et pour enregistrer une action de l'OS, une action de combat, il faut apporter des preuves. D'accord? Donc voilà, elle sera enregistrée unité combattante à partir d'octobre 40. Je voudrais insister là-dessus, parce que sur tous nos manuels d'histoire, et ce depuis au moins 15 ans, si je ne vois plus d'ailleurs maintenant, je ne me vois pas vieillir, c'est pour ça. Donc ça fait bien 25 ans. Il y a marqué sur tous les bouquets d'histoire que le Parti communiste est entré en guerre après l'attaque de l'Union soviétique. Voilà encore un mensonge absolument éhonté. D'abord, la preuve en est d'abord cette reconnaissance de l'OS, et puis même, je vais vous raconter une histoire qui date de décembre 1940, à Fréjus, mon tonton, qui n'a pas perdu la main, avec un de ses meilleurs copains, qui était aussi son patron, hein, voilà. Ils vont se rendre un matin, parce que toute la bouffe qui était faite, enfin qui était dans le coin, toute la bouffe partait pour l'Allemagne. Et ils voyaient partir des trains comme ça, hop, avec la bouffe qu'on faisait dans le coin, la destination de l'Allemagne. Et on crevait le faim dans le coin. Ici, enfin, aujourd'hui, merci, on ne sait pas ce que c'est que crever le faim, mais à l'époque, on le savait. Et il y a un oncle qui dit, putain, il y a au moins qu'il ne faut pas qu'il parte. Il est descendu un matin, à 4-5 heures du matin, et avec des baramines, à deux, vous m'entendez bien, ils ont fait déraper des rails. Alors évidemment, ils ont transpiré, hein. Ils ont fait déraper une locomotive avec tous les camions, tous les wagons qui étaient derrière et qui devaient partir. C'était marqué en gros Francfort. Évidemment, les Allemands, quand ils arrivent le matin et qu'ils voient la locomotive à côté des rails, ils se disent alors là, on n'est pas parti. Donc ils appellent à Carmona les cheminots, hurrah pour les cheminots. Ils appellent les cheminots de Carnoul, qui était une ville très rouge. Ils appellent les cheminots de Carnoul et disent il faut venir parce qu'on a besoin d'une grue spéciale pour remettre la locomotive sur les rails. Ah ouais. Non mais là c'est pas possible. Non parce que là elle est occupée la rue. On n'a pas le temps de même peut-être. Ils ont fait poireauter 3 jours comme ça les cheminots de Carnoul. Je pense bien qu'évidemment tout était pourri à l'intérieur quand le truc. Bon voilà.
Il a dit on ne les aura peut-être pas la bouffe, mais les Allemands non plus. Ça fait partie de ces actes de résistance, bien évidemment, bien avant l'attaque de l'Union soviétique. Voilà. Parmi les personnages qui ont créé l'OS, c'est un Espagnol qui s'appelait Conrado Guerremusta, un ancien commandant de l'armée républicaine espagnole. Il va être arrêté, torturé, mourir sous la torture, et lui non plus n'a pas lâché un seul mot quand il est mort sous la torture. Voilà. Même pas son nom, on ne saura qu'après. C'est une vie mort héroïque, comme il y en a eu des centaines d'autres durant cette période-là. Donc, pendant toute cette période-là, bon, j'essaie d'avancer rapidement, parce que je vois quelle heure il est là, je ne vois pas l'heure. Il faut que j'abrège là. Oui, il faut que j'abrège. Donc, je vais abréger. Donc, toute cette période-là, il va y avoir tout d'abord mon oncle. Ils vont d'abord résister sur la Côte d'Azur, d'accord? Il va y avoir pas mal de combats sur la Côte d'Azur, pas de combats, mais déraillements de train, etc. Puis à un moment donné, on va appeler mon oncle au sein des francs, tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Il ne faut pas confondre la main-d'œuvre immigrée et les francs tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. La main-d'œuvre immigrée, c'est la réunion qui a été faite de ces ouvriers étrangers sous l'égide, on va dire, du Parti communiste. Les francs-tireurs et partisans, ce sont ceux qui sont allés se battre. Armes à la main quand ils ont trouvé. Et les premières pétoires qu'ils ont trouvées, c'était vraiment des pétoires. Mon oncle a été appelé pour aller se battre à Lyon. Lyon qu'on appellera la capitale de la résistance. En janvier 1944, il arrive à Lyon. Il faut savoir que juste avant, j'essaie d'aller vite maintenant, mais du coup j'en passe, mon oncle et mon grand-père ont été arrêtés par l'ordre, la Gestapo italienne. Quand on parle de torture, mon oncle lui a fait boire 1 litre de pétrole, bouffer 1 kilo de sel, ils lui ont mis de l'eau sur les cuisses et avec des planches, ils lui ont fait éclater la peau des cuisses. Et finalement, ils lui ont mis ce qu'on appelle le casque de torture, on le serre et ça est compris complètement le cerveau. Mon oncle est tombé dans le coma. Mon grand-père, il l'a frappé avec des chaînes comme ça. Autour du cou, il avait le cou qui était 2 fois plus gonflé que la tête. Et ni l'un, ni l'autre, enfin, il n'y en a aucun des deux qui a parlé. Ils ont été mis en prison, les Italiens ont gardé les prisons, puis les Allemands sont arrivés. Et tous les deux ont été déportés. Ils ont tenté de s'enfuir, mais mon oncle, voilà, il avait été dans le coma pendant pas mal de temps, il n'a pas pu aller bien loin. Ils sont arrivés à Dijon. C'est ce qu'on appelle Dijon une ville ouverte. En vérité, c'est une ville fermée. C'est-à-dire que vous serez comme veut dans la rue, personne ne vous empêche. Mais toute la ville est fermée par les troupes allemandes, on ne peut pas sortir. Ce sont les cheminots qui ont permis à mon oncle et à mon grand-père, en passant à l'intérieur des machines, des locomotives, lorsqu'ils ont le visage, ils sont passés d'une locomotive comme ça à l'autre, ils sont sortis de Dijon, et d'un train à l'autre, les cheminots partageaient leur sandwich en 3, et ils ont permis à mon oncle et à mon grand-père de rester en vie. Alors pour les cheminots, on pourra faire un grand victoire, parce que la bataille du rail, ça veut dire quelque chose pour mon oncle et mon grand-père. Et ça, moi, je ne peux pas l'oublier. Et les cheminots, ben, voilà, j'ai contribué modestement à leur apporter un peu d'aide dans leur dur combat d'aujourd'hui. Et donc, ils sont partis en Creuse. C'est là qu'on a appelé mon oncle pour aller à Lyon. Il est donc arrivé à Lyon et peu de temps après, tout de suite, il a été pris dans les combats, etc. Et peu de temps après, il a fait venir son petit frère, mon papa qui avait fait 18 ans le 9 avril, et qui est arrivé à Lyon. Peu de temps après, il venait juste d'avoir donc ses 18 ans. Immédiatement, il a été, entre guillemets, embauché dans les combats. Ils ont attaqué des usines qui travaillaient pour les Allemands, etc. C'est là d'ailleurs que mon papa a rencontré le papa de Georges Goldman, Alter Goldman, qui ne faisait pas partie des FTP-OU, mais qui faisait partie des groupes de combat juifs, et très souvent ils combattaient ensemble. J'ai entendu, tout comme mon papa, un grand philosophe français, j'attends le jour de le rencontrer, vraiment, qui a dit que le Parti communiste avait été antisémite. Si je le trouve, je le frappe. Parce que dans tout le groupe de combat des FPP-MOI, il y a eu tout un tas de jeunes
qui étaient des juifs polonais, des juifs hongrois, qui sont venus se battre au sein des FDP-MOI. Certains arrivaient de Paris, où ils avaient pu s'évader, mais pas leurs parents. Leurs parents avaient fini dans les fours d'Auschwitz. Et ils sont venus se battre au sein de ces groupes de combat communistes, avec des Italiens, avec des Hongrois, avec des Polonais, avec des Espagnols, etc. Le plus célèbre, évidemment, de ces groupes de combat, vous en avez tous entendu parler, c'est celui de Paris, le groupe Manouchian. D'accord? Et il y avait beaucoup de juifs parmi eux. Alors dire qu'ils étaient antisémites, non mais c'est comme si c'est eux qui avaient voulu envoyer leurs parents dans les fours crématoires. C'est complètement délirant, d'accord? J'ai pu lire aussi sur un autre article, excusez-moi, il faut quand même que je lise, j'ai pu lire aussi sur un autre article que les attaques du PC, c'était surtout pour attiser la répression de l'occupant. Non mais écoutez, il faut pouvoir écrire ça quand même. Alors c'est comme si moi, voilà, j'allais frapper le flic pour qu'il me... Fais-moi mal, Est-ce que vous voyez, autrement dit, on attend que la libération vienne d'ailleurs, vienne de quelqu'un d'autre. Mais un peuple qui ne se bat pas pour sa liberté, il est indigne de sa liberté. Et donc il faut se battre pour sa liberté. Et si maintenant on vient accuser les combattants de la résistance, parce qu'ils se sont battus, de dire oui, tu comprends, après il y avait des représailles. D'une part, je tiens à vous dire que les représailles qui étaient faites à ce moment-là étaient faites avec des listes préparées d'avance et que c'était surtout les communistes, des juifs et des anarchistes qui étaient sur les listes. La preuve, Guy Moquet, d'accord? Et en plus, que venir reprocher à ceux qui se battent pour leur pays les attaques de l'occupant, c'est quand même un peu fort de café quand même, hein. Faut pouvoir l'écrire. Ça, c'est dans les bouquins de grands historiens reconnus quand même, hein. Que chez Dupont, je vous en parlerai, j'ai voulu le savoir. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas le temps de vous raconter toutes leurs actions. Mais mon père a été arrêté. Quand il est arrivé à Lyon, on lui a dit, écoute, ici, 3 mois de survie. Il ne les a même pas eu. Il a été arrêté le 25 juillet 1944. Immédiatement amené à la place Bellecour, là où est mort Max Barrel, torturé épouvantablement, à coups de pied, ils lui ont fait sauter le nez. Donc à la fin de la guerre, on lui a retiré comme ça une trentaine de morceaux de petits cartilages, comme ça, il n'a plus du tout de cartilage dans le nez, il a écrasé la côte crânienne, enfin bon bref, il n'a pas lâché un mot, bien évidemment. Et ils l'ont emmené ensuite au Fort Montluc, où il y avait là plus de 900 personnes. Et en bas, dans la cour du Fort Montluc, il y avait donc les geôles, et en bas, il y avait une espèce de cour spéciale, une espèce de bâtiment spécial pour les Juifs. Lorsqu'il y a eu les combattants FDP-MOI qui se sont battus à Villeurbanne, là, les Allemands se sont dit, c'est le moment de se tirer. Et les Allemands sont partis. Mais ils se sont dit, attends, bouge pas. Vu qu'ils avaient dit qu'ils allaient tout faire sauter, ils vont faire sauter la prison avec nous dedans. Et ils ont défoncé les portes, mon père le premier, défoncé la porte, et les 900 sont sortis. Les premiers à sortir, ça a été les Juifs en bas. Et le premier chant qui a retenti dans cette cour du Fort Montluc, alors que ça faisait des années qu'ils étaient torturés épouvantablement tous les uns et les autres, le premier chant qui a retenti, ça a été celui, le chant du départ, la République nous appelle, sachons vaincre ou sachons mourir, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Et ce sont les Juifs qui l'ont chanté, puis ils ont chanté la Marseillaise, et puis ils ont chanté l'Internationale. En tout lieu dans la nuit profonde, plongeant l'injuste royauté, les Français donneront au monde la paix et la liberté. La République nous appelle, sachons vaincre, nous sachons mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français...
pour nous et demain. Ce rêve national sera le genre humain. Just a Holy Ghost, what is light now in here, international, so here ce soir-là, s'enfuir, retrouver ses camarades de combat, puis, vu l'état dans lequel il était, il avait la tête qui était ouverte à deux, sa sexualité, là, etc., ils lui ont dit, Léo, il faut que tu rentres, et il a retrouvé sa famille qui s'était cachée en Creuse, et qui était persuadée, puisqu'on n'avait plus de nouvelles de lui depuis un mois, qu'il était mort. Et toute la tablée était là, vraiment voilà, triste, en se disant, il y a une chaise qui est vide, c'est la chaise du petit. Et à ce moment-là, ils ont perdu une bagnole, en pleine campagne. La bonne voiture à l'époque. Putain, ils ont dit, c'est la milice. Ça y est. Donc évidemment, panique d'abord, c'est la milice. Donc tout le monde sort devant la porte, dans la nuit. Ma grand-mère, qui était encore plus petite que moi, je fais 1m50, elle se met devant comme ça, puis elle dit, il y a quelqu'un? Et elle entend une petite voix qui lui dit, oui, c'est moi, maman. Et toute la famille s'est retrouvée là avec une intense émotion, évidemment, de retrouver vivant celui qu'on croyait mort. Et ma grand-mère, elle s'est mise à pleurer à table en disant, mon Dieu, c'est le plus beau jour de ma vie. Au bout de toutes ces années où je croyais sincèrement qu'il y aurait eu plusieurs chaises vides à la fin, nous sommes tous là. Voilà. Et donc je voulais terminer, parce que vous avez un peu, je me dépêche. Je voulais terminer quand même avec voilà, cette pensée que j'avais. Alors, attendez, j'essaie d'arriver au bout, là, je suis pas prêt. À propos de Masparel, justement, et je voulais terminer sur une phrase, je pense que vous connaissez tous Lucie Aubrac, et qui disait précisément que tous ces gens-là se sont battus pour une France forte, libre, indépendante et souveraine. Aujourd'hui, bon bref, passons. Et justement, je voulais terminer avec Lucie Aubrac. Posez-moi les questions après sur l'indépendance souveraine aujourd'hui. J'ai les réponses. Je voudrais terminer avec Lucie Aubrac qui disait que résister est un verbe qui se conjugue au temps présent. Voilà. Alors, il y a une revue qui s'appelle Étincelle, et c'est une revue théorique marxiste, sur laquelle il y a des articles de philo et des articles d'histoire. D'accord. Et maintenant, on va avoir tout un tas d'articles d'économie en plus qui vont nous permettre. Voilà, moi je veux dire franchement, ce que je trouve qu'il manque aujourd'hui, tant aux jeunes et même à certains jeunes, il faut le dire, ce sont les connaissances historiques, politiques, philosophiques, qui permettent de contre-attaquer cette énorme réaction à laquelle on a droit depuis des années, du point de vue de la pensée. Attends, j'avais une phrase de Gramsci que je voulais vous lire, ça m'y fait penser, où est-ce qu'il est? Il est là? Non, il est là. Oh non, non, attends, il est là. Voilà, Gramsci, pardon, Blanqui, qui est d'ici quand même, j'ai aimé quand même, qui a passé peu cher toute sa vie en prison, on l'appelait l'enfermé, et qui disait, puisque c'est comme ça qu'on nous le fait passer aujourd'hui, tu comprends, le monde a changé, maintenant Internet, boum, tout est rapide, tout va vite, bien. Et bien Blanqui disait, toutes les conquêtes scientifiques et techniques deviennent une arme terrible entre les mains du capital contre le travail et la pensée. Et c'est pourquoi l'humanité n'est jamais stationnaire. Elle avance ou elle recule. Sa marche progressive la conduit, espérait-il, à l'égalité. Mais sa marche rétrograde remonte par tous les degrés du privilège jusqu'à l'esclavage personnel. Dernier mot du droit de propriété. Avant d'en retourner là, certes, la civilisation européenne aura péri. Mais par quel cataclysme. Il avait un demi-siècle d'avance sur Rosa Luxembourg qui disait « socialisme ou barbarie ».
D'accord? Donc, quand on vient nous dire, tu comprends, aujourd'hui, avec la révolution scientifique, technique, etc., on ne peut plus penser comme avant, il faut changer notre mode de penser. Non! Ça, c'est ce qu'a fait la réaction du grand capital, qui nous oblige, par des bouquins d'histoire complètement fallacieux, mensongers, erronés, que nous sommes obligés d'enseigner aux enfants, avec des... Je répète, que Jean vous ai dit que ce n'est pas le seul. Le mode de pensée qu'on nous a inculqué par tous les médias, les historiens officiels. Allez, je pense à un que j'adore citer, Furet, spécialiste de la Révolution française. Putain, le mec, il a touché 470 000 euros. 470 000 dollars, par la fondation Olin, qui est une fondation américaine qui appartient à Rockefeller, pour pouvoir faire ses recherches historiques. Putain, mais ils m'ont pas filé une thune, moi, pour faire des liens. Tu me diras, Sam Olin, qui était le directeur de la fondation Olin, il a dit, attends, mais je suis pas fou. Je ne vais pas les donner des sous à des gens qui vont me critiquer. Donc on sait à quoi servent ces historiens-là, à la transformation de la pensée. Donc oui, on a besoin de revoir notre système de pensée. On a besoin d'apprendre. Moi, quand j'étais petite, au XXe siècle, on avait tous les jeudis, parce qu'à l'époque c'était le jeudi, le jour de relâche, c'était pas le mercredi, tous les jeudis, on avait des cours. Les jeunesses communistes avaient des cours. Et il y avait des plus vieux qui venaient et on leur posait des questions sur la guerre du Vietnam, sur ceci, sur cela, etc. Et ils venaient et nous apprenaient. Putain, ça n'existe plus. Alors pourquoi est-ce que ça n'existe plus? Pourquoi est-ce que nous ne le refaisons pas? Pourquoi est-ce que nous n'enseignons pas à notre jeunesse ce que nous savons? Pourquoi ne vient-on pas montrer les mensonges qui sont vraiment à longueur de chaîne, de façon écœurante, avec des émissions comme Apocalypse et je t'en passe les meilleurs, Staline, le tyran rouge. Vous avez vu ces soirées? Non, dommage. Vous avez vraiment appris beaucoup de choses. Bon, donc voilà, notre travail à nous, c'est effectivement à travers des revues, à travers des conférences, etc., à remontrer, ou à travers des bouquins, à remontrer à nos jeunes ce qu'a été l'histoire du grand parti communiste, pour qu'on ne l'oublie pas, pour qu'on ne vienne pas apprendre cette histoire à travers les mensonges de la télé ou de ces grands historiens. C'est ça le problème. Je voulais juste vous lire pour l'Europe ce qui a été dit par quelqu'un qui n'était pas du tout communiste en 1957. Pierre Mendès France. Vous n'avez pas bougé du cœur, on peut même pas le soupçonner un peu. Bon. L'application d'une démocratie peut prendre deux formes. Soit le recours à une dictature interne, par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, Jupiter. Soit la délégation, écoutez bien, de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale et finalement une politique au sens large du mot national et international. Il était clair, Pierre Mendès France, non? Comment peut-on aujourd'hui accepter ce que demandent les cheminots quand on sait que l'Union européenne menace d'une énorme amende à la France si elle accepte effectivement ce que réclament les cheminots? D'accord? Donc ça fait partie, excusez-moi parce que je ne me souviens jamais des trucs, voilà. Hop là, la destruction de la SNCF, je relis de trucs bien moi, son ouverture à la concurrence, sa privatisation programmée, c'est le cas de la Poste, je vous rappelle entre nous, c'est l'application de toutes les directives rail adoptées justement par la directive 91-440 en 1991, après Maastricht. Et on vient nous dire qu'on peut faire une Europe sociale avec eux. Parce que souvent on m'avait dit, dis donc, tu ne peux pas transformer de l'extérieur les jeunesses hitlériennes. Alors ça, je
Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, lui Alors je vous donne quand même, vous connaissiez votre futur quand même. Je vous donne le budget programmé par la Commission européenne pour 2021-2027. Donc c'est votre avenir, je parle plus du passé là maintenant, qui prévoit notamment, comme je souviens d'un article qui avait été publié dans un ouvrage hautement économique, Challenge, le 2 mai 2018, une réduction modérée, j'appelle ça, du financement de la PAC, la politique agricole commune, chère à la France, et de la politique de cohésion dont les pays de l'Est, vous savez, sont les grands bénéficiaires. 5% environ dans les deux cas. Donc cette réduction de la PAC, vous allez voir nos pauvres agriculteurs qui déjà, je ne parle pas de grands agriculteurs qui possèdent 300 hectares, etc. Je parle de petits agriculteurs. Sans ça, ils ne vivent plus. D'accord? Et donc ça, c'est programmé dans la future... Voilà. Donc tout cela, voilà, je voulais vous dire, ça fait partie des grandes orientations de politique économique définies par le Conseil européen. Ciao, bella, ciao, bella, ciao.